Mes amis, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, on va continuer la série où je vous présente mes top projets. Donc, vous l'avez peut-être vu, il y a eu le premier épisode qui était sur Flux. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à Aileron, qui vient de rebrand et qui s'appelle maintenant Multivers X. Donc, je risque de l'appeler Aileron une bonne partie du temps. Donc voilà, juste sachez que c'est la même chose, Aileron et Multivers X. Avant de commencer, comme d'habitude pour ce genre d'épisode, tout ce qui sera dit dans cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier, vous le savez. Simplement le fruit de mes recherches personnelles. Si vous souhaitez investir, c'est à vous de faire vos propres recherches. Ceci étant dit, on va s'attaquer tout de suite et on va commencer donc par la création, tout simplement, qui a été fait en fin 2017, donc qui à l'époque s'appelait là pour le coup Aileron. Et ça a été créé par les frères Minku et leur ami Lucian Todea. Donc le but au début de la création, c'était de pallier au problème de scalabilité de la blockchain. Donc on le sait, Bitcoin, Ethereum, c'est très peu scalable, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas processer un grand nombre de transactions rapidement et avec un coût qui reste dérisoire. C'est le problème principal que Aileron voulait régler. Donc comment on fait ça? On parle en fait du blockchain trilemma. Donc vous connaissez peut-être, c'est tout ce qui est décentralisation, sécurité et scalabilité justement. Donc c'est-à-dire que quand on veut avoir beaucoup de sécurité, généralement, eh bien, on a un problème de décentralisation ou de scalabilité. Et quand on veut être décentralisé, eh bien, on a un problème de sécurité, de scalabilité, etc., etc. C'est donc, entre guillemets, presque impossible d'avoir les trois à la fois. Et c'est ce que Aileron voulait eh bien, régler dans l'écosystème blockchain. Pour ça, ils ont choisi l'adaptive state sharding. Donc ça, c'est surtout pour le côté scalabilité. Et c'est quoi la différence en fait avec les autres proof of stake? Eh bien, simplement, c'est que le adaptive state sharding, ça va permettre au réseau de grossir ou de se rétracter en fonction du nombre de transactions qui est fait, en fonction en fait de la demande qu'il y a sur le réseau. C'est-à-dire, imaginons qu'il y ait beaucoup de projets NFT qui sortent, qu'il y ait des nouveaux coins, que tout le monde soit en train de faire des transactions dans tous les sens. On a donc besoin de beaucoup plus de capacité à faire des transactions pour que ça reste rapide et pas cher. Donc que va faire le réseau? En fait, le réseau va grossir de manière naturelle, c'est-à-dire que des shards vont être ajoutés afin de pouvoir processer ce surplus de transactions. Et après ça, imaginons que comme en ce moment on est un bear market, on n'a pas besoin d'autant de puissance, eh bien en fait des shards vont disparaître puisque le réseau n'a pas de demande en termes de transactions. Donc ça sert à rien d'avoir 10 shards si en fait vous en utilisez que 2. En termes de transactions par seconde, on est à 15 000 transactions par seconde sur le testnet en ce moment, donc c'est-à-dire avec 3 shards, shard 0, 1 et 2. En testnet, on est monté à 263 000, donc ça c'était vraiment le test du Adaptive State Sharding qui donc a parfaitement fonctionné en testnet. Et en mainnet, l'équipe déjà annonce qu'ils peuvent faire plus de 100 000 transactions par seconde si c'était nécessaire. Mais à titre de comparaison, Visa c'est 24 000 transactions par seconde. Et dans l'écosystème pour le moment, la plus grosse journée en termes de transactions qu'on a eu, c'était le 23 novembre 2021 avec 883 000 transactions, ce qui fait sur 24 heures à peu près 11 transactions par seconde. Donc après, il faut relativiser parce que c'était au moment du lancement du DEX et donc il y a eu en fait des dizaines de milliers de transactions en très peu de temps, en peut-être 1 heure, 2 heures. Et il n'y a pas eu de souci majeur, c'est-à-dire que la blockchain a bien tenu. Il y a eu évidemment des délais un tout petit peu plus longs, mais on n'a pas vu les gas fees exploser, ou on n'a pas vu la blockchain carrément processer pendant 1 heure des transactions parce qu'elle était trop en retard. Donc ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas en mainnet. En termes de sécurité, maintenant, on a 3200 validateurs sur la blockchain. Donc c'est le deuxième plus grand nombre après Ethereum. Et comment ça se passe? Eh bien, vous le voyez là, vous avez donc les 3 shards dont je vous parlais. Et les validateurs sont éclatés en fait sur ces 3 shards. Donc il y a un quart en shard 0, un quart shard 1, un quart shard 2. Et le dernier quart en fait est en metachain. Donc c'est là où en fait la sécurité intervient. Étant donné que vous avez 800 validateurs sur une shard, là par exemple, il faudrait pour un attaquant en fait corrompre 401 validateurs sur une shard. Donc c'est déjà très compliqué, mais c'est pas impossible. Donc comment faire pour pallier à ce problème? Eh bien simplement, on a ajouté ce qu'on appelle la metachain, qui est une espèce de liste d'attente. Et il va y avoir un algorithme en fait qui va prendre de manière random, donc totalement au hasard, un certain nombre de validateurs sur chaque shard et qui va les mettre en metachain, en liste d'attente. Et quand ils sont en liste d'attente, ils ne valident plus de transactions pendant une époque. Et à la fin de cette époque, en fait, ils sont réassociés à une nouvelle shard. Donc c'est-à-dire que si vous étiez
validateur en shard 0 et que vous êtes pris par l'algorithme pour être en liste d'attente, vous arrêtez de valider des transactions et à la prochaine époque, vous serez peut-être en shard 1 ou en shard 2. Ce qui veut dire que pour un attaquant, en fait, très compliqué puisqu'il doit corrompre plus de 400 validateurs sur la même shard et en une époque. Sinon, après, en fait, l'algorithme va forcément prendre des validateurs qui ont été potentiellement corrompus, les mettre en liste d'attente, donc ils ne valident plus de transactions, et ensuite les changer de shard. Donc, ce qui veut dire que pour un attaquant, en fait, il faudrait à chaque époque réussir à corrompre 400 validateurs sur une shard en particulier. Maintenant, si on regarde un petit peu plus bas, en termes de décentralisation, on voit que Elrond, en termes de stacking, est toujours premier. Donc ça, c'est l'équipe Elrond qui a plus de 20% des Eagle Stakes. À savoir que ce nombre ne fait que diminuer. Donc ils ont 723 nodes aujourd'hui, mais en fait, au fur et à mesure que le temps passe, ils réassocient des nodes à d'autres staking providers. Donc à titre d'exemple, au mois de juillet, on était à 23% d'Eagle staked avec Elrond Community. Aujourd'hui, on est à 21%. Et à partir de janvier 2023, il y aura même un accent qui sera plus important, qui sera mis. Et donc, encore un plus grand nombre de nodes vont quitter Elrond Community pour aller se répartir sur d'autres staking providers et donc accroître la décentralisation du réseau. Ensuite, pour parler un peu développement sur la blockchain, c'est à mes yeux une blockchain très développeur-friendly puisque vous pouvez coder n'importe quel langage sur Elrond. Et surtout, en termes de financement, si vous créez une application sur Elrond, vous avez automatiquement 30% des frais qui sont collectés grâce à votre application qui vous reviennent. Donc c'est déjà un moyen de financer aussi les développeurs sur la blockchain que je trouve très intéressant. On a un peu le même système avec les NFT, avec des royalties qui sont nativement sur la blockchain. C'est-à-dire que vous créez votre NFT et pour toujours, vous allez recevoir un pourcentage que vous allez définir de royalties sur la blockchain. Donc c'est pas la marketplace qui met ça en place, c'est la blockchain directement nativement. Pour maintenant parler des tokenomics, c'est là pour moi le plus gros point négatif de la blockchain Elrond Multivers X, c'est que c'est assez concentré dans les mains de peu de gens encore pour le moment. Alors ça l'est de moins en moins bien évidemment, mais encore un peu trop à mon goût. Donc on va détailler un petit peu. Vous avez ici le pie chart avec la communauté. Donc ça c'était au moment du lancement. Donc c'était 20 millions de e-gold qui ont été lancés sur le marché au début en fait, jour 1. Aujourd'hui on est à 24 millions. Voilà, current supply à peu près 24 millions de tokens. Et une grosse partie en staking avec 62% stake. Donc ça c'est aussi important à noter. Et il y a une max supply de 31,4 millions qui normalement ne sera jamais atteint puisque une partie des frais est burn. Donc une partie des e-gold que vous payez en frais est burn, ce qui veut dire que ça, ce ne sera jamais reissue sur le marché. Et donc on n'atteindra jamais ces 31,4 millions de tokens. Sachant en fait que c'est inflationniste pendant 10 ans. Donc depuis la création du mainnet, plus 10 ans. C'est-à-dire que là, il reste 7 ans et demi d'inflation. Et après, ce sera purement déflationnaire. Pour en revenir maintenant au pie chart, donc vous le voyez, on a communauté IEO et private sale, c'est grosso modo 50%, avec écosystème reward, c'est à peu près 50%. Private sale, en fait, je les compte plus vraiment comme quelque chose de négatif avec peu de gens, voilà, avec des VC, etc., qui ont beaucoup de tokens dans les mains parce que, en fait, vous le voyez en dessous, tout a été unlock déjà. Donc tous ces unlocks ont déjà eu lieu pour les private sales, ce qui veut dire que là, ces tokens-là sont déjà sur le marché. Et j'ai été vérifier les adresses, donc vous pouvez avoir accès en fait aux adresses des gens qui étaient dans cette private sale. Et ils ont déjà tout vendu, vraiment. J'ai checké une douzaine d'adresses, je pense. Il y en avait 10-11 qui ont vraiment tout vendu. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu l'unlock, ils ont balancé sur Binance et j'imagine que tout a été vendu. Et j'en ai vu qu'un seul qui n'a pas vendu, qui a mis en staking ou qui a réinvesti dans l'écosystème. Donc on peut déjà être quasi certain en fait que dans ces 19%, tout est déjà sur le marché. Donc c'est pour ça que je considère que plus de 50% pour moi des tokens là sont déjà sur le marché, voilà, ont été revendus et ne sont déjà donc plus dans les mains de ces personnes. Et là le reste, IOE et communauté et écosystème reward, c'est la communauté en fait. De l'autre côté du pie chart, on a marketing, réserve, advisor et team. Le gros point négatif pour moi, c'est la team avec 19%, c'est énorme. Et surtout, on n'a pas encore vu les plus gros unlocks. Donc, les unlocks qui ont eu lieu, c'est ceux-là. Voilà. Et là, il reste donc 2 unlocks de 15% et un unlock de 20%. Donc, on a encore 50% en fait de tous ces tokens qui n'ont pas été unlock.
Mais ce qui peut être rassurant, c'est que j'ai également été vérifier les adresses de la team. Et sur les premiers unlocks, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ils ne sont pas précipités pour vendre, au contraire, ils ont tout mis en staking. 90% des adresses que j'ai checkées, ils ont tout mis en staking, ou alors ils ont réinvesti dans l'écosystème en achetant d'autres tokens. Ils ont des MEX, ils ont des UTK, ils ont des ZPay, ils ont un peu de tout ça. Mais une grosse majorité donc réinvesti. Quelques-uns ont vendu, très peu ont tout vendu, mais il y en a quelques-uns qui vendent peut-être 10%. Mais grosse majorité est mis en staking, donc ça peut rassurer sur les prochains unlocks. Pour ce qui est du reste, Advisor 2%, c'est relativement négligeable. Marketing 9%, c'est beaucoup, mais après, on a besoin de marketing. L'ambition de Elrond, c'est d'amener 1 milliard de personnes sur leur blockchain, donc ça a un coût. Et les réserves 17%, ce qui aussi est énorme. Et ça, on en parlera un tout petit peu plus tard parce que il y a une certaine orientation, une certaine volonté en fait de Elrond d'être un des pionniers dans les paiements Web3. Et donc pour ça, ils font des investissements assez importants avec l'acquisition de TwistPay, de UTK par exemple. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Et donc ces réserves servent majoritairement à des acquisitions stratégiques. Et pour préciser, le dernier unlock de la team, donc ce sera en janvier 2024. Donc après cette date, il n'y aura plus d'unlock dans l'écosystème. Pour parler maintenant un petit peu de l'écosystème en lui-même, justement, on a quelques applications. Alors c'est majoritairement encore l'équipe Elrond qui développe ses propres applications, donc avec le DEX par exemple, le Maillard DEX, qui a été développé par l'équipe Elrond elle-même. On voit quand même d'autres applications qui commencent à naître, comme là je suis sur Gex, qui est un exchange peer-to-peer, qui fonctionne très bien, que j'utilise beaucoup, qui est vraiment une très bonne chose dans l'écosystème. On a aussi HSwap qui a profité du Launchpad et qui sera un DEX orienté autour de l'échange de stablecoin. Donc voilà, ça grossit petit à petit, mais c'est encore aujourd'hui trop fortement Elrond qui développe tout sur sa blockchain. En termes ensuite de NFT, on a là par contre plus de développement de la communauté, donc on a plusieurs marketplaces et Elrond a simplement créé un agrégateur de tout ça et qui est disponible sur le Maillard Wallet. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, ça facilite l'accès aux NFT au plus grand nombre. Ensuite en termes de perspective DeFi, et là vous savez que là c'est mon dada, la DeFi. Voilà, là, donc cette roadmap elle date un petit peu, mais je pense qu'elle est toujours d'actualité. On est en gros ici, on est à Elrond Swap pour le moment. Le Launchpad est déjà live. On a le lending qui est prévu et les synthétiques, les produits synthétiques. Donc ça peut être par exemple les actions en bourse sous forme de token. Les bridges, je crois qu'on a l'ETH qui est live, mais il y a évidemment tous les autres bridges encore qui doivent arriver. Et donc le Maillard Wallet qui englobe tout ça. Il y a également la carte de crédit qui a été annoncée, qui a été présentée lors du XD à Paris. Donc vous avez peut-être suivi, c'était récemment, durant 3 jours à Paris, un forum en fait autour de Elrond et donc du rebranding aussi Multivers X, avec donc la carte de crédit qui a été présentée. Ça a l'air très facile d'utilisation, vous pouvez top up via Maillard App, etc. C'est vraiment très user-friendly. Pour terminer, pour moi, les raisons d'être bullish sur l'écosystème Elrond et sur le token EGLD en lui-même, eh bien, on va prendre les quelques dernières news. On a Coinbase qui a annoncé qu'ils allaient lister eGold. Donc ça va sûrement arriver sur l'année 2023. Donc c'est pas pour demain. Mais en tout cas, ils travaillent dessus. Donc c'est évidemment l'ouverture d'un gros marché pour eux. Coinbase, ça reste un des plus gros exchanges crypto au monde. Et ça va surtout ouvrir, je pense, aux États-Unis, en fait, l'adoption. Donc ça, c'est une très bonne chose. On a également Revolut qui a annoncé que eGold serait live sur leur application. Un autre point positif aussi que je trouve, eh bien, c'est leur relation avec les gouvernements en Europe, puisqu'ils ont rencontré à plusieurs reprises, donc que ce soit en Roumanie, les ministres de transformation du digital, etc. En France également, au moment du X-Day, ils ont rencontré le ministre de la transformation digitale. Donc ça montre qu'il y a un certain intérêt déjà de ces gouvernements avec Elrond, avec la blockchain. Et donc ça, c'est que du positif. Et je vous parlais aussi de l'orientation stratégique tout à l'heure. Donc là, j'ai un article ici, ça c'est le paragraphe extrêmement important pour moi, ça c'est la clé pour le futur développement de Elrond. En fait, on y parle ici que l'objectif principal de l'achat de TwistPay par Elrond, en fait, c'est la e-money license qu'ils ont en Europe. Donc c'est une licence en fait qui vous permet d'émettre des stablecoins partout en Europe. Et donc ça, avec le rachat de Elrond, de TwistPay par Elrond, bah, ça leur donne la possibilité d'émettre leur propre stablecoin. Et donc ça, c'est dans une logique dont je vous parlais tout à l'heure, avec le rachat de TwistPay et de UTK.
de pouvoir être un espèce de nouveau PayPal voilà, pour les marchands sur Internet, qui va leur permettre en fait de recevoir des paiements stablecoin via donc TwistPay, via UTK, et de simplement avoir des frais réduits, seulement 1%, et une facilité en fait d'utilisation et surtout la perte du monopole qu'a PayPal en ce moment sur le marché. Et pour finir, eh bien, en termes d'adoption, pour moi, le Maillard Wallet, comme je vous ai dit, c'est la clé de l'adoption. C'est un wallet mobile extrêmement facile d'utilisation. Vous avez également la possibilité d'avoir le web browser, donc un petit peu comme MetaMask. Vous avez le wallet pareil sur votre browser directement. Très simple d'utilisation, ça se connecte à toutes les applications. Pour moi, c'est une porte facile d'entrée en crypto. C'est-à-dire que c'est vraiment très user-friendly. C'est pas du tout compliqué à utiliser. Vous avez un système de contact dans votre Maillard Wallet qui vous permet en fait de ne pas avoir à rentrer l'adresse directement, mais vous avez ce qu'on appelle un hero tag. Donc voilà, pour moi par exemple c'est Richard L. Donc si vous voulez m'envoyer un e-gold, eh bien vous faites @Richard L et ça m'envoie un e-gold. Vous n'avez pas besoin de taper mon IRD adresse qui est voilà compliqué, on peut se tromper, etc. Là, vous tapez simplement le pseudo en fait de la personne à qui vous voulez envoyer et ça envoie directement la crypto. Et vous pouvez également payer via QR code. Et pour toute connexion d'application, vous pouvez également utiliser le système de QR code que je trouve très pratique. On compte aujourd'hui près de 2 millions de wallets. Vous le voyez ici. Donc là, je suis sur l'Explorer Aileron. Donc en termes d'adoption, eh bien on a eu, ça c'était au moment de Maillard App. Hein. Donc vous voyez que c'est vraiment la clé de l'adoption pour moi, c'est Maillard App. Maintenant, j'espère qu'il y aura un peu plus de marketing. J'espère qu'il y aura un peu plus d'engouement. Alors c'est bear market en ce moment, mais au prochain bull run, moi je compte pas mal sur Aileron pour exploser et surtout avec l'adoption non seulement de la blockchain mais aussi l'adoption des systèmes de paiement avec TwistPay et UTK. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère que ça vous aura plu et je vous invite à rejoindre le Discord pour poursuivre la discussion si vous avez des sujets à proposer et à vous abonner à la chaîne et activer les notifications, c'est très important pour la chaîne, ça soutient énormément et sinon on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.